Bonjour, je suis ravie que tu sois là. Voici le podcast Équilibré Chaos, un espace où tu peux trouver de l'inspiration, des réflexions et des conversations intéressantes sur la façon de vivre une vie pleinement vécue. Je suis Prelate et c'est un plaisir d'être ici avec toi. Équilibre et chaos. Pourquoi ces deux petits mots ensemble? J'ai envie de t'expliquer dans cet épisode. Mais avant tout, j'aimerais me présenter, n'est-ce pas? Dire qui je suis, d'où je viens, ce que je fais ici, mes amis. Pourquoi ai-je décidé de faire un podcast? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi beaucoup de gens ne me connaissent pas ou me connaissent? Moi, Prelate, professeur de yoga. Donc, pour ceux qui arrivent ici maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Prelate Yoga, qui est actuellement la plus grande chaîne de cours de yoga en langue portugaise. Mais dans cet épisode, vous allez découvrir une autre facette de Pri et vous allez en apprendre un peu plus sur pourquoi j'ai décidé de créer ce remue-ménage, ce petit grain de folie, cette chose ici du podcast d'équilibre et chaos. D'abord, les amis, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai déjà un podcast pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est un podcast exclusif pour les abonnés sur Yogako qui s'appelle À cœur ouvert. Et je commence toujours mon podcast en disant où je suis, ce que je fais, comment je me sens. Et les amis, laissez-moi vous raconter cet épisode comme c'est un podcast ouvert, n'est-ce pas? Il n'est pas exclusif, il n'est pas payant. J'ai encore très peur d'enregistrer cet épisode, vous n'imaginez pas. J'ai commencé plusieurs fois sans finir, j'ai mis en pause et mon fils a pleuré et j'ai perdu ma voix et je suis devenue enrouée et j'ai eu mal à la gorge. Et en fait, j'aimerais vous dire que j'enregistre cet épisode dans un studio avec ces beaux micros très élégants. Mais ce n'est pas la réalité. Je suis dans ma voiture sur le parking du centre commercial Campo Grande au Mato Grosso do Sul. Croyez-le ou non, c'est ma réalité en ce moment. Et je me suis dit, il n'y aura plus d'excuses, cette fois ça va le faire, même dans la voiture, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Mais tout est fait avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de sérieux, comme toujours. Et j'ai trouvé intéressant de partager ça avec vous, où je suis, parce que ça a beaucoup à voir avec mon histoire, où je me trouve. J'ai même été un peu émue, je vais vous en parler. Assise dans ma voiture, j'observe ce centre commercial. Et je ne sais pas de quelle génération tu es, mais je suis née en 86. Et quand j'étais adolescente, c'était la haine du Borogodo. Aller au centre commercial, c'était génial. Être adolescente, aller au centre commercial, genre waouh, c'était l'événement du moment. Alors pour moi, être ici aujourd'hui, en tant que femme de 36 ans, mère de 2 enfants, mariée, entrepreneuse, professeure de yoga, une personne qui a voyagé dans le monde entier, instruite. Regardez en arrière, être ici, enregistrer ce podcast pour vous, dans ce centre commercial, repenser à mon histoire, c'est quelque chose qui me rend vraiment émue. Donc, pour cette raison, je voulais partager où je me trouve et j'ai trouvé intéressant que ça tombe justement que je sois ici, sur le parking du centre commercial. Campo Grande. Si un jour tu viens à Campo Grande, dans le Mato Grosso do Sul, et que tu viens sur le parking de Riachuelo, ce n'est pas une pub pour Riachuelo, d'accord? Et tu te dis, waouh, c'est ici que Pri a enregistré le premier épisode d'Équilibre et Chaos. Et en parlant un peu plus de moi, les amis, je suis née dans une toute petite ville appelée Maracaju, qui encore aujourd'hui compte moins de 50 000 habitants, vraiment toute petite. Dans l'intérieur du Mato Grosso do Sul. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir s'il y a quelqu'un du Mato Grosso do Sul qui écoute le podcast. Et moi, depuis toute petite, depuis que je me comprends comme personne, je rêvais beaucoup de voyager. Regarde comme c'est fou, je me souviens. Moi, j'avais environ 5 ou 6 ans allongée sur ce sol froid, tu sais, ce sol vraiment bien froid. En train d'écouter un vinyle, ce vinyle rose, qui se souvient de l'époque des vinyles. Oh là là, mon Dieu, je me sens vraiment vieille maintenant, hein? En écoutant un vinyle rose pour enfants dans le couloir du salon de ma maison à Maracaju et en pensant « Waouh, je vais voyager à travers le monde ». C'est quelque chose qui, pour une raison ou une autre, a toujours fait vraiment partie de moi, de qui je suis. Et j'ai toujours été une personne très agitée intérieurement. Peut-être que ceux qui me voyèrent de l'extérieur ou qui me connaissent diraient « Oh Pri, tu étais une enfant si gentille, une fille si belle, si adorable, si intelligente. » Mais à l'intérieur,
J'avais cette effervescence, ce désir, cette agitation qui me pousse et qui m'a menée dans de nombreux endroits. Et peut-être que certains d'entre vous peuvent s'identifier à cela, n'est-ce pas? Avec cette agitation qui existe en nous, c'est un peu comme une petite voix persistante dans notre tête. Et c'est cette agitation qui m'a amenée à la pratique du yoga. J'ai toujours été très curieuse à propos du yoga. La première fois que j'ai entendu le mot yoga, je devais avoir environ 14 ou 15 ans. Et à l'époque, c'était un studio qui en fait n'en était pas vraiment un. C'était un professeur qui donnait des cours chez lui dans le quartier où j'habitais. Et une amie à moi m'a dit « Ah, je suis allée suivre ce cours de yoga avec ce professeur. » Et devine ce qu'il a demandé? J'ai répondu « Quoi ?» Il a demandé, sans détour, « Quel est le mal du monde ?» Et j'ai répondu « C'est elle qui raconte, n'est-ce pas ?» J'ai répondu que le mal du monde, c'est l'ignorance, et il a dit que j'avais bien répondu. Et je me souviens que quand j'ai entendu ça, j'ai pensé « Waouh, ça a du sens !» En discutant là, à 14 ou 15 ans, j'ai dit « Oui, c'est vrai que l'ignorance est vraiment un grand mal du monde, n'est-ce pas ?» Mais bon, à cet âge-là, très jeune, je n'y ai pas trop réfléchi, je n'ai pas trop creusé. J'étais juste curieuse, en fait, et j'ai dit que je voulais essayer ce fameux yoga. Mais c'était quelque chose de cher, vous savez, et ça il y a plus de 20 ans. Et ma mère a dit « Non, on n'a pas les moyens financiers. Tu vas à l'école tu fais de l'éducation physique, c'est suffisant, et voilà. » Je viens d'une famille très humble, mes origines sont très modestes, je viens d'une famille pauvre. Il y a eu des moments dans ma vie en grandissant où on ne savait même pas où on allait habiter, on s'est dit « Waouh, on a même vécu chez des gens par faveur. » J'étais une enfant qui avait une bourse à l'école, qui avait des parrains et des tantes, et un grand réseau de soutien de la famille et de personnes chères qui nous ont toujours aidés et m'ont beaucoup aidé. Donc, vraiment, je me considère très chanceuse car beaucoup de personnes m'ont aidée tout au long de mon parcours, surtout quand j'étais très jeune, pour que j'ai accès à l'information, à l'éducation, pour que je puisse aller dans une bonne école, pour que je puisse aller à l'université. Et donc dans ma famille, moi et mes frères et sœurs, nous sommes la première génération à faire des études supérieures, c'est-à-dire à aller à l'université. Mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, aucun d'eux n'a fait d'études universitaires. Donc c'est une grande avancée dans ma famille. Donc quand j'ai grandi, quand j'étais en train de grandir, on entendait beaucoup ça. Écoute, notre héritage pour toi sera tes études, étudie. Mon grand-père, qui est une personne très chère, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je parle beaucoup de mon grand-père. Mon grand-père vivait avec nous, ici dans notre maison, où j'ai grandi, et mon grand-père disait « Comme ça, tu peux. Le voleur peut dormir sur ton diplôme, mais il ne peut pas te voler ta connaissance. » Et c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Dans sa sagesse, à sa manière, c'est très vrai. Et j'ai fini par apporter ça dans ma vie d'une manière un peu plus large que juste la connaissance, n'est-ce pas? J'ai fini par l'appliquer davantage à l'expérience. Même si quelqu'un peut dormir dans le même lit que toi, s'allonger, comme disait mon grand-père, poser la tête. Sur ton diplôme, il ne va pas t'enlever ta connaissance, il ne va pas t'enlever ton expérience. Quand j'étais jeune, les amis, je reste jeune, d'accord? Je plaisante, car je viens de fêter mon anniversaire. Mais j'étais très comme ça, agitée, et j'avais envie d'expérimenter, envie d'étudier. Je remettais beaucoup de choses en question et j'ai grandi dans une école, je suis allée dans une école qui n'appréciait pas beaucoup cela. Ce questionnement, c'était plutôt « suis ce que je te dis, fais ce que je te dis, je sais ce qui est le mieux pour toi ». Et ça a fini par me freiner un peu, tu sais, ça a un peu coupé mes ailes. Parce que j'étais une enfant qui remettait tout en question à l'école et j'ai commencé à me renfermer un peu. Mais j'ai commencé à réaliser que la façon dont les choses étaient autour de moi n'était pas forcément ce que je voulais que ce soit ou ce que je voulais pour moi. Donc, je savais que c'était très important pour ma famille, cette insistance sur « va étudier, va étudier, va étudier, tu dois étudier pour devenir quelqu'un dans la vie ». Qui a déjà entendu ça, les gens? Tu dois étudier pour avoir un bon emploi, mais on sait que ce n'est pas suffisant. Étudier est essentiel, je continue encore aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté. Je crois qu'étudier, c'est quelque chose qu'on fait toute sa vie, on n'arrête jamais d'étudier. Ce n'est peut-être pas forcément ce livre qu'on voit à l'école, mais on est toujours en train d'étudier, toujours en train de se perfectionner. Je suis professeur de yoga depuis plus d'1 décennie et je continue à étudier.
Je crois que ce qui fait un bon professeur, c'est d'être une bonne élève. Mais on sait que c'est bien plus que d'avoir un bon emploi, c'est bien plus que de payer ses factures, même si cela est extrêmement important. On ne peut pas parler de bien-être, on ne peut pas parler de santé mentale, émotionnelle. Sans parler du fait qu'on doit payer nos factures, je ne peux pas dire à quelqu'un « Ah, cultivons la santé, le bien-être » et la personne ne peut pas payer sa facture d'électricité ni acheter du riz ou des haricots, n'est-ce pas? C'est évidemment très important, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout, donc c'est important, ça a sa place. L'argent est nécessaire, c'est fondamental, mais on paie nos factures, on finit de payer les factures, et alors, quelle est la prochaine étape? Et qu'est-ce que je fais de ma vie? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Comment je suis arrivé ici? Qu'est-ce que je veux? Oh mon Dieu! Ô dilemme, ô chaos, qu'est-ce que c'est mes amis, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Et j'ai décidé de quitter ici, le Mato Grosso do Sul, quand j'avais environ 16 ou 17 ans, parce que je me suis dit, écoute, ma famille n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux faire ici? À l'époque, il y avait peu d'opportunités pour moi, je pouvais faire des études universitaires, j'ai été acceptée dans plusieurs universités, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. J'ai remarqué qu'il y avait une façon dont la femme était traitée, surtout au sein de ma famille. D'accord? Et dans plusieurs circonstances. Je ne veux offenser personne, s'il vous plaît, ce n'est pas mon intention. D'accord? Je veux juste souligner que j'ai observé qu'il existait une dynamique dans la façon dont les femmes étaient traitées, qui n'était pas une dynamique qui me convenait, que je voulais. Je voulais vraiment être maîtresse de moi-même, je ne voulais pas seulement gagner de l'argent, je ne voulais pas seulement obtenir mon diplôme, je ne voulais pas avoir juste un diplôme. Je voulais sentir que j'étais maîtresse de ma vie et que je vivais vraiment ma propre vie. Et non pas la vie que mes parents, ou que mes grands-parents, ou que n'importe qui d'autre pensait que je devais vivre. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans une famille où je me suis toujours sentie très aimée. Je suis la plus jeune de 4 et je suis le bébé de la famille. Donc, en grandissant, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Et je vous le dis, les amis, donnez de l'affection à vos enfants. Serrez-les dans vos bras, embrassez-les, portez-les, car cela reste avec nous. Toute notre vie, cela aide notre estime de soi, notre confiance en nous, à croire que ça va marcher. J'y vais, je vais essayer. Et je dois beaucoup cela à ma famille, qui m'a donné beaucoup de cette affection, de cette tendresse quand j'étais enfant, pendant que je grandissais. Parce que, quand est arrivée l'adolescence, le moment de dire non, qu'est-ce que je veux vraiment faire? J'ai réussi à déployer mes ailes et à dire « Écoutez, je sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours aimée. Je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours mon espace, ma place. » Je me suis toujours sentie en sécurité à ce sujet et j'en suis très reconnaissante. Et j'aimerais que plus de personnes puissent aussi ressentir cette sécurité, la certitude de leur valeur, de leur amour, d'être aimé, d'être aimé. Et j'ai pris mon envol. Moi, pour faire court, j'ai fini par étudier les sciences sociales à São Carlos, à l'UFSCar. Je n'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Comment je suis arrivée ici? Mais ça a été un moment très important de ma vie. Parce que je savais ce que je ne voulais pas, je savais ce que je ne voulais pas, et je savais que je ne voulais pas être traitée comme quelqu'un de moins. Car en grandissant ici, au Mato Grosso do Sul, j'avais des idées et des projets que je voulais réaliser, tu sais. Et j'ai été beaucoup freinée. Et j'ai dit, non, je ne veux pas qu'on me freine, assez de couper mes ailes, c'était ça mon attitude. Alors j'ai dit, ça suffit, maintenant je vais déployer mes ailes, et finalement, je me suis débrouillée, je suis arrivée là-bas, à São Carlos, complètement perdue. Est-ce que vous me voyez comme une scientifique sociale ou sociologue? Moi non. J'ai obtenu mon diplôme dans les deux domaines, j'ai fait plein d'études, sur plein de choses, j'en ai beaucoup profité, j'ai beaucoup appris. Oui, nous sommes le fruit d'une construction sociale, mais ce que je veux dire à propos de cette période de ma vie, c'est que ça a été une phase de beaucoup d'expérimentation. Ma première année à la fac. Je me suis teint les cheveux en violet, j'ai mis un piercing à la langue, j'ai consommé de la drogue, je suis sortie de soirée complètement ivre, portée par les autres. J'ai fait des bêtises, mais d'une manière très, je ne dirais pas consciente, mais très intentionnelle. J'avais vraiment cette intention de m'exprimer. Non,
Je vais expérimenter et découvrir ici qui je suis, ce que je veux et ne veux pas. Pour que je puisse marcher avec mes propres pieds, prendre mes propres décisions, découvrir vraiment qui je suis et qui j'ai été. C'était incroyable, parce que je me souviens du moment où j'ai dit « Mec, ce n'est pas qui je suis ». Je me souviens, les amis, il y a une fête à San Carlos, c'est le Tusca, où les gens boivent énormément. Et j'ai grandi en voyant beaucoup de personnes ivres dans ma famille. C'est très difficile de voir quelqu'un qu'on aime s'effondrer dans les coins, ivre. C'est horrible, n'est-ce pas? Et je me souviens d'être à cette fête et de voir plein d'amis à moi, de voir plein de gens comme ça s'effondrer d'ivresse, tomber littéralement dans le caniveau, et je me suis dit, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas... Qui a déjà entendu parler de gratte-langue? Un que tu trouves magique parce que personne ne mérite d'avoir seulement des études. C'est quelque chose de pas du tout ancien et très efficace pour l'hygiène buccale. J'utilise mon gratte-langue tous les jours. Merveilleux, magnifique, 100% cuivre de Holistics, et je vais vous dire, Holistics est une marque qui conquiert vraiment mon cœur. En plus du gratte-langue, 100% cuivre magnifique, merveilleux, qui va durer pour toujours. Ils ont des produits incroyables sur leur site, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil pour intégrer des habitudes saines dans votre quotidien. Et parce que j'aime beaucoup cette marque, on vous offre 10% de réduction avec le code PRILIT sur tout le site, tant que ça dure. 10% de réduction sur tous les produits du site avec le code PRILIT, tant que ça dure. Holistics est une marque merveilleuse et j'espère vraiment que tu aimeras leurs produits autant que moi. Et j'ai dit, alors, qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce que je veux et c'est pas grave, je sais ce que je ne veux pas. Donc, pour beaucoup de personnes qui sont perdues, je reçois beaucoup de messages du genre « Au prix, je ne sais pas ce que je veux. » Pas prix, Mais tu dois savoir ce que tu ne veux pas en sachant ce que tu ne veux pas. Tu arrives, petit à petit, une marche à la fois, un pas à la fois. Atteindre ce qui va te donner un moment de révélation, et cette révélation, pour moi, c'est quand j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux. Un petit copain que j'avais à l'époque, lui, mon Dieu, j'ai tellement fréquenté de monde, regardez les têtes avec qui je suis sortie, mon Dieu. Un des garçons avec qui je sortais, oh là là, vous découvrez un côté de moi inconnu. Ah oui les gars, ce podcast sera génial, vous n'imaginez pas. Mais j'étais là, un petit copain que j'avais à l'époque est venu me voir et m'a dit « Pri, je pense que tu devrais essayer l'aïkido, tu vas aimer. » Il m'a apporté un kimono et j'ai dit « Allons-y, essayons, c'est important d'essayer de nouvelles choses. » J'ai essayé et ça a été le coup de foudre, dès le premier cours. Je suis tombée amoureuse du fait de rouler sur le tatami, de tomber, de me relever, de faire des clés et des mouvements debout, et j'ai dit « Mec, c'est vraiment génial ». C'était à l'USP qu'il y en avait, et je suis tombée amoureuse, j'ai commencé à pratiquer, et petit à petit, j'ai arrêté. Ce n'était jamais vraiment à moi, tu vois. C'était cette partie de fête, d'agitation, de vie universitaire, et il y a beaucoup de gens qui ne grandissent jamais. Tu sais, ils sont encore aujourd'hui dans le même rythme. Mais enfin, je suis sortie de ce rythme très tôt, et j'ai commencé à pratiquer le tai chi, le kung fu. Et c'est avec le tai chi que j'ai découvert le pouvoir de ma respiration, et c'était la première fois que je me suis dit « Waouh, c'est ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et qui a beaucoup de sens pour moi. J'en veux plus, si ça me fait du bien, et si ça a du sens, j'en veux plus. » Et j'ai commencé à pratiquer énormément, vraiment beaucoup, et c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de la pratique. Ça a été un tournant dans ma vie parce que j'ai réalisé que la pratique, c'était bien plus que seulement les postures et la respiration. Elle est devenue une ancre et une amie pour le reste de ma vie. Et c'est comme ça que je me sens par rapport à la pratique. Une amie qui sera toujours là à mes côtés, quoi qu'il arrive. Je me souviens que lorsque j'ai déménagé à Londres,
Je voulais vraiment aller à Londres, j'ai déménagé à Londres. Et là-bas, il faisait super froid, mon Dieu, quel froid, vraiment. C'était nuageux, il pleuvait et je n'avais pas de place dans la chambre où je vivais. Pour faire les katas, pour faire les formes d'arts martiaux, alors j'allais sur la place et dans ce froid de fou, j'y allais faire mon kata. Comme ça, avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de concentration. Et beaucoup de gens voient la discipline comme quelque chose de rigide, comme quelque chose de difficile, comme quelque chose d'ennuyeux. Je vois la discipline comme quelque chose de plaisant, comme quelque chose de vraiment positif dans la vie et qui est flexible. Ce n'est pas rigide. Pour moi, la discipline, c'est quand tu trouves quelque chose qui te fait tellement de bien et que tu sais que ça te fait du bien. C'est pour ça que tu ne cesses pas de le faire. Ce n'est pas un effort d'avoir de la discipline, peut-être qu'au début, si tu es en train de vivre un grand changement dans ta vie, mais de façon générale, la discipline est quelque chose de léger. C'est quelque chose qui fait partie de ton quotidien, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir. Il y a des jours où bien sûr vous pensez que j'aimais m'entraîner sous la pluie, dans le froid, bien sûr que non. Mais je savais que cette pratique était quelque chose de bien plus profond et qu'elle allait bien au-delà de l'inconfort du froid et de la pluie. Et moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui s'est vraiment entraîné et a pratiqué sous la pluie, sous le soleil, sous le givre, tu sais. Il y a eu une période où je me réveillais à 5 heures du matin, je marchais une demi-heure pour m'asseoir en méditation pendant 2 heures, puis je me relevais, avec mes hanches brûlant de douleur. Je suis cette personne, je suis celle qui y va, et je suis vraiment tombée amoureuse de la pratique. Et le temps passe, le temps file, n'est-ce pas? Le temps passe, le temps file, c'est passé, ça passe, c'est passé. Et là, les amis, j'ai découvert le yoga. Comment ça s'est passé? Alors encore une fois, ma redécouverte du yoga. À la fac, une amie à moi m'avait dessiné la salutation au soleil. Et là, les amis, j'ai vu le dessin. Les amis, waouh, ça remet dans le contexte, c'était avant Instagram, avant Facebook, avant toutes ces choses-là. S'il vous plaît, les gens de l'époque d'Orkut, dites-moi, vous vous souvenez d'Orkut? Qui se souvient d'Orkut, les amis? Qui se souvient de ICQ? Oh mon Dieu, les amis, j'ai vu ce dessin de la salutation au soleil, mais je n'ai rien compris. Où il fallait inspirer, où il fallait expirer, comment il fallait faire. Alors, un ami à moi, un monsieur, m'a donné un livre Autobiographie du yoga. J'étais déjà revenue de Londres, donc quand j'étais de retour ici au Brésil, après 1 an à Londres, j'ai lu ce livre. Et j'ai appris à faire la posture du lotus en regardant la photo de Babaji dans ce livre, l'autobiographie du yoga. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, lisez ce livre, il est fantastique. J'ai un immense respect pour Yogananda et pour tout l'héritage qu'il a laissé en Californie. J'ai vécu en Californie pendant très longtemps, plus de 10 ans, et là-bas, il a vraiment laissé beaucoup de choses formidables. Et ce livre est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et j'avais ce rêve, je m'asseyais et je méditais en position du lotus, et j'avais ce rêve que j'irais en Inde. J'avais ce rêve que j'allais rencontrer un maître, c'était mon rêve, regarde comme c'est fou. J'avais ce rêve que j'allais me trouver un maître, et que ce maître allait m'apporter une expérience plus profonde dans ma pratique. Et par pratique, je veux dire le yoga, les arts martiaux. Tout ça, parce que c'était une pratique spirituelle quand on pratique quelque chose comme les arts martiaux, comme le yoga. Ces postures et ces enchaînements sont conçus pour nous réveiller de l'intérieur vers l'extérieur. C'est bien plus que le corps. Il y a toute une raison derrière la séquence, derrière la posture, toute une étude de milliers d'années, donc ces postures sont développées pour éveiller notre conscience. Donc, il est impossible de dire qu'une pratique d'arts martiaux ou qu'une pratique de yoga n'est pas une pratique spirituelle. Peut-être que vous n'aimez pas parler du non spirituel parce que les gens ont des définitions différentes à ce sujet. Mais qui sait, vous. On utilise le mot conscience, l'éveil de la conscience, et je désirais vraiment cet éveil de la conscience. Et moi, c'était une période de ma vie où j'étais plus de l'autre côté que d'ici, si vous voyez ce que je veux dire, et j'y suis allée, vraiment. Il ne faut jamais aller à l'encontre de Babaji. Mais j'ai découvert, pendant tout ce temps, que je voulais pratiquer le yoga et qu'il n'y avait personne qui donnait des cours de yoga. Là-bas, à San Carlos, il y avait un studio à l'époque et je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai parlé avec la propriétaire du studio, une professeure, encore une fois chez elle. Ce n'était pas un studio de yoga comme aujourd'hui,
Et j'ai dit, écoutez, j'ai vraiment envie de pratiquer le yoga. Je lis ce livre qu'on m'a offert et en fait, j'ai cherché à la bibliothèque de l'Oscar, il n'y avait pas de livre de yoga et j'en ai vraiment envie. Pouvez-vous m'enseigner ou y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Elle m'a dit le prix, j'ai répondu que je ne pouvais pas payer. Je suis étudiante, je travaille la nuit ici comme caissière pour mon loyer, mais je n'y arrive pas. J'ai dit, je peux faire des photocopies de votre livre, je peux faire quelque chose ici pour pouvoir pratiquer, et elle a dit non. Et ce nom-là n'a pas été l'un de ceux qui m'ont le plus marqué parce que je me suis dit, mince, j'en ai tellement envie, ça fait tellement longtemps que je veux pratiquer le yoga, et je n'y arrive pas. Soit parce que je n'ai pas d'argent, soit parce que je n'ai encore pas d'argent, soit parce que, tu sais, je suis très jeune et le temps a passé, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Jusqu'à ce que je réussisse vraiment à pratiquer le yoga et à avoir un professeur, j'étais déjà à un autre moment, j'avais terminé mes études, j'étais à une période différente de ma vie, mais il y a eu des moments où littéralement j'ai échangé. J'ai dit, écoute, j'étais aux États-Unis et je voulais pratiquer le yoga. Sauf que, pour ceux qui ne le savent pas, mon mari est américain, je me suis mariée avec lui. J'ai dû attendre le processus de la carte verte, que tous les papiers soient en ordre, et pendant ce processus, je ne pouvais pas travailler et je n'avais pas d'argent pour rester. Oui, les amis, c'est une période horrible. Ceux qui sont déjà passés par là savent ce que c'est d'attendre les papiers, les documents, pour savoir si vous allez pouvoir rester dans le pays ou pas, si ça a marché ou pas. C'était une période de beaucoup d'anxiété et vraiment très difficile. Ça n'a pas été une décision facile non plus de décider de rester aux États-Unis avec mon mari, mais j'ai décidé et je suis restée là-bas. Et pendant cette période, j'ai rencontré un professeur de yoga, un parmi tant d'autres que j'ai rencontrés, avec qui j'ai pratiqué. Il m'a dit « Non, tu peux nettoyer mon studio ici et en échange, je te laisse assister à mes cours. » Et ça a été comme ça pendant un bon moment et j'ai vraiment pu m'immerger. Et j'ai dit « Mec, c'est ça le yoga, quelle est la différence entre le yoga et les arts martiaux? » Pour moi, Priscilla, c'est que la pratique du yoga m'a donné une liberté que je désirais vraiment. Depuis que j'étais toute petite, moi, là sur le sol froid de ma maison, à Maracajou, dans le Mato Grosso do Sul, j'ai ressenti une liberté qui me manquait beaucoup. J'ai ressenti une liberté que j'ai désirée toute ma vie. Jusqu'à ce moment-là, je ne l'avais pas trouvée dans l'alcool, je ne l'avais pas trouvée dans les piercings, je ne l'avais pas trouvée dans des relations qui n'avaient rien à voir avec moi. Je me suis trouvée moi-même dans la pratique du yoga et c'est le plus beau cadeau que la pratique m'a offert, ce sentiment de liberté. Parler, waouh, c'est ça, vraiment. Et la pratique du yoga, tu as la possibilité d'apprendre les postures, de comprendre comment elles fonctionnent, de créer ta propre séquence. Et tu peux pratiquer dans de petits espaces, tu peux le faire toute seule. Donc, beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avec les arts martiaux, par exemple, la question de l'espace, n'est-ce pas? Pour pratiquer les arts martiaux, il te faut bien plus d'espace. Non, tu le fais entre le lit et ton matelas. C'est juste la taille de ton corps. Tu peux faire du yoga dans le placard, les gens, c'est tellement libérateur, c'est tellement valorisant. Et je rencontre des gens tout le temps ici, dans les rues de Campo Grande, dans les rues de São Paulo, même à Los Angeles. Quand j'habitais à Los Angeles, il y avait des gens qui me reconnaissaient et j'adore ça. Quand vous venez me parler en personne, vous faire un câlin, et beaucoup de gens viennent vers moi et me disent « Pri, je suis perdu. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. » Et je dis « Les filles, vous devez vous trouver. Avant de savoir ce que tu veux faire de ta vie, tu dois avoir cette vraie rencontre avec toi-même. Tu dois diminuer le bruit de tout ce qui t'entoure, que ce soit ta famille, la société, les réseaux sociaux ou Internet. Je suis tombée amoureuse de la pratique sera toujours avec moi parce que c'est le moment où je me retrouve le plus profondément avec moi-même. Elle est ma meilleure amie, ma plus grande alliée et c'est à travers la pratique que j'arrive à faire mes acrobaties. Beaucoup de choses ont changé les amis et beaucoup de choses vont encore changer parce que la vie, c'est le changement. La vie est dynamique. Ce qui ne change pas, ce qui ne grandit pas, ce qui ne se transforme pas meurt, et tant que je serai en vie, je vais changer, je vais me transformer, j'ai l'intention de grandir. Et la pratique sera toujours là avec moi, comme ce lien entre moi et moi-même de plus en plus profond. Et je trouve mon centre à travers la pratique qui est mon équilibre.
Même dans un monde chaotique, même si parfois je regarde le monde et que je me sens désespérée, la pratique est mon équilibre. Au milieu du chaos, et ce chaos, il peut venir aussi bien de l'extérieur, du monde qui nous entoure. C'est le klaxon, c'est le bruit de la circulation, ce sont les informations qu'on voit aux actualités. Ou parfois, il vient de l'intérieur de nous-mêmes, ou le chaos intérieur que je crois être le plus important à prendre en charge, c'est le bruit dans notre tête, c'est cette boule au cœur, ce froid dans le ventre, c'est ce chaos intérieur qui frappe à la porte, encore et encore. Quelque chose qui me dérange avec le mot équilibre, c'est que je crois qu'aujourd'hui, quand je demande aux gens ce qu'ils pensent que c'est l'équilibre, ce qu'ils pensent que c'est le bien-être, les gens, comme ça, 90% d'entre eux répondent que l'équilibre, c'est avoir une alimentation saine, faire de l'exercice, dormir, boire de l'eau. Les gens répondent « Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que l'équilibre pour toi ?» Parce que, à mon avis, l'équilibre est quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une recette de TikTok ou d'Instagram. Ça ne sert à rien de regarder une version de l'équilibre et de croire que cette version va s'adapter à notre vie. L'équilibre a besoin de connaissance de soi. Ce n'est pas une recette toute faite parce que je vois que cela arrive très souvent. Les gens viennent vers moi avec l'idée de savoir quel cours de yoga je fais, combien de fois par semaine je le fais. Ce que tu manges, ce que tu ne manges pas, ce qui est sain, ce qui ne l'est pas, cela va dépendre de chaque personne. Et pour cela, tu dois avoir de l'autoresponsabilité. Et comprendre que l'équilibre n'est pas un produit qu'on achète. Je le répète, les amis, l'équilibre n'est pas un produit qu'on achète. L'équilibre n'est pas quelque chose de dynamique, il exige de la connaissance de soi, il exige de la présence, et plus encore que l'équilibre. Je préfère le mot équanimité, qui signifie qu'on arrive à rester centré, peu importe comment est la mer, si la mer est agitée, si la mer est calme, on reste centré. Et je crois que c'est ce que beaucoup de personnes pensent de l'équilibre. Mais si je mets ici dans le podcast équanimité, personne ne va regarder, personne ne va vouloir savoir, personne ne va comprendre. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils veulent une vie équilibrée, et l'équilibre, les amis, cela va dépendre de vous, de ce que signifie l'équilibre pour votre réalité à ce moment de votre vie. Parce que pour Priscilla, enfant là-bas à Maracajou, allongée sur le sol froid, l'équilibre était une chose pour Priscilla à la faculté à San Carlos, l'équilibre était autre chose pour Priscilla. À Londres, s'entraîner sous la pluie et dans le froid, c'était encore autre chose. L'équilibre pour Priscilla, aujourd'hui mère de 2 enfants, c'est encore autre chose. Alors, ce podcast, c'est une invitation à avoir des conversations inspirantes, pour t'inspirer vraiment à découvrir ce que l'équilibre signifie pour toi en ce moment de ta vie, pour t'inciter à cette connaissance de soi, à cette découverte, et comprendre que le chaos n'est pas notre ennemi. Souvent, on pense que l'équilibre est bon, que le chaos est mauvais, mais le chaos est quelque chose qui existe et c'est un fait. Alors, au lieu de se concentrer dessus comme quelque chose de mauvais, quelque chose que je ne veux pas voir, quelque chose que je veux ignorer, faire comme si ça n'existait pas. On peut regarder le chaos avec maturité et on peut regarder le chaos avec compassion et avec présence. Parce que la vie, c'est l'équilibre et le chaos, la vie c'est la nuit et le jour, la vie c'est des sensations agréables et désagréables. J'aurais vraiment aimé aller en Inde, disparaître en Inde, là-bas avec Babaji, mes amis, mais ça ne s'est pas produit. Je suis ici avec vous, je ne me suis pas illuminée, je ne suis pas devenue paillette, ma vie est faite de beaucoup d'équilibre et de chaos. C'est vraiment les 2 faces de la médaille et c'est ça que je veux partager avec vous, les 2 faces de la médaille, pour qu'on puisse embrasser la pièce entière. Que l'on embrasse la vie entière et que l'on puisse être présente dans notre vie, que la vie ne nous échappe pas. Cette vie, elle est très importante, elle est très belle, elle a beaucoup de valeur, ta vie a beaucoup de valeur, ta présence, ton histoire ont beaucoup de valeur, et nous devons apprendre à embrasser notre histoire, notre parcours sans jugement, avec compassion, avec tendresse, embrasser l'équilibre et le chaos, le beau et le moins beau, tout ensemble et mélangés. Pour que nous puissions vraiment être présents, pour vivre une vie pleinement vécue, c'est ce que je veux pour moi.
Je veux vivre ma vie de manière pleinement vécue. Je veux arriver très âgée, comme la vieille dame du Titanic, et pouvoir dire « ça, c'était une vie bien vécue ». Je n'ai pas dormi dans cette vie, j'étais éveillée et je te souhaite la même chose, comme toujours. Merci beaucoup d'être ici avec moi, de m'accueillir chez toi, dans ta voiture, où que tu sois, de partager ton temps avec moi, de m'accueillir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Et ce n'est que le début d'une nouvelle étape, comme toujours, de mon cœur au tien. À la prochaine.